donc, il me revient de présenter le célèbre monsieur Marcel Pérez, donc fondateur de l'ensemble Organum, avec lequel il a entrepris exploration méthodique des répertoires liturgiques médiévaux, un pionnier. En 1984, il a créé à la Fondation Royaumont un programme de recherche sur l'interprétation des musiques médiévales. Le CIRIM, on prononce CIRIM ou CIRIM ? CIRIM, dont il est le directeur jusqu'en 1999. Plus de 50 enregistrements discographiques. En 2001, Marcel Pérez a créé à l'abbaye de Moissac le CIRMA, centre itinérant de recherche sur les musiques anciennes, destiné à mettre en valeur, à travers la musique, la circulation des hommes, de leurs pensées, de leur savoir-faire au cours des siècles. Il a développé des approches complémentaires entre les traditions vivantes, l'archéologie musicale et les sciences de la mémoire. Alors, parmi ses publications en relation avec ces journées, on peut mentionner les actes d'un colloque publié en 1992, Jérôme de Moravie, dominicain, théoricien de la musique dans le milieu intellectuel parisien du XIIIe siècle. Plus récemment, le chant vieux romain, nouveaux horizons pour la compréhension du chant grégorien et de répertoire de l'Église orientale. Et il canto beneventano, le chant de Bénévent, il canto romano antico. Il faut signaler 4 enregistrements qui ont préparé 2 CD qui seront consacrés à l'office du Corpus Christi et à l'office de saint Thomas d'Aquin. En 1986, de Josquin des Prés, Misse Pangelingua. En 2009, la Missa Gothica. Et en 1995, chant mozarabe de la cathédrale de Tolède au XVe siècle. Et enfin, en 2021, In Memoria Eterna, chant mozarabe latin et Samaa marocain. Je vous laisse la parole. La première citation qui ouvre la conférence. Le micro. C'est bon? Vous m'entendez? On va enlever ça. Alors, on recommence là. Cette citation qui ouvre ma conférence est extraite de la préface qu'avait écrite Charles-Edmond de Coussemaker, qui a été le premier éditeur de ce traité de Jérôme de Moravie. On était en 1884. 64, pardon, oui. 64, c'est ça. C'est ce texte que je découvris en 1980 qui déclencha le long périple que je poursuis encore depuis ce temps-là pour parvenir à comprendre, réaliser et transmettre cette science du chant ecclésiastique que Edmond de Coussemaker avait si brillamment entrevue. Mes connaissances du latin étant limitées, je demandai en 1984 à Guy Laubrichon, qui avait traduit avec beaucoup de finesse les textes de notre premier disque consacré aux polyphonies aquitaines, de venir m'aider pour comprendre les chapitres 24 et 25 du traité de Jérôme de Moravie, où l'auteur décrit les grands principes d'une esthétique de la composition mélodique, dans le chapitre 24, et dans le chapitre 25, plusieurs manières d'interpréter la notation carrée. Malgré l'aide de Guy Laubrichon, beaucoup de choses décrites par Jérôme restaient obscures. J'avais du mal à me représenter l'objet sonore auquel Jérôme faisait référence. Pour percer ce mystère, nous décidâmes de nous lancer dans la traduction de tout le traité. Et cette aventure dura de 1984 jusqu'en 2000. Assez rapidement va se joindre à nous Esther Lachapelle. Elle était philologue et avait une compréhension très fine des méandres de la langue latine. Puis vint Christian Meyer, qui cependant, après 7 années, décida de ne plus participer à nos séances de traduction pour se concentrer sur l'édition critique. Le traité de Jérôme de Moravie est unique, car il est le seul traité du Moyen-Âge qui parle de manière concrète, au chapitre 25, de l'interprétation de la notation carrée. Et ce chapitre 25 arrive à la fin d'un long parcours dans lequel le lecteur peut puiser dans l'essentiel de ce qui alors constituait la mémoire musicale de ceux qui voulaient se situer dans une longue lignée dont les premiers échos nous conduisent bien au-delà de l'héritage pythagoricien. En 28 chapitres d'une petite somme, comme le dit lui-même
Jérôme. L'auteur synthétise les connaissances reçues dans l'Université de Paris, reposant largement sur Boès. Sa volonté encyclopédique le porte à recourir non seulement à l'Antiquité tardive de Boès et au Haut Moyen-Âge d'Isidore de Séville, mais aussi à des auteurs plus récents, Guy d'Arezzo, XIe siècle, Jean d'Affligem, XIIe siècle. Il livre enfin l'état de la réflexion contemporaine sur la composition et les notations polyphoniques avec Jean de Garlande, Pierre le Picard, Francon de Cologne. Jérôme de Moravie est un personnage mystérieux. Serait-il un Écossais qui aurait été actif dans la première partie du XIIIe siècle, ou bien un Morave, clandestin actif dans la deuxième moitié du siècle? Je dis clandestin car son nom n'apparaît pas dans les listes des dominicains qui séjournèrent à Paris en ces temps-là. Cependant, il semble très probable qu'il ait connu Thomas d'Aquin, et même qu'il puisse avoir été très proche, comme le montrent les citations de 2 textes de Thomas qui apparaissent dans son traité. La première citation, dans le chapitre 9, est extraite du commentaire de Thomas d'Aquin sur le De Cello et Mundo d'Aristote, qui repose sur la traduction du texte de Simplicius, réalisé par Guillaume de Meurbeck, achevé le 15 juin 1271. Cependant, le père J, à qui j'avais demandé en 1989 de nous éclairer sur cette affaire, pensait qu'il y avait peu de chances que cette traduction soit arrivée à Paris avant le départ de Thomas, qui retourna en Italie après Pâques 1272. Dans la deuxième citation tirée de la Somme théologique de Thomas, Jérôme reprend le même texte que la version officielle, mais avec une variante de taille. Le mot « Deus » est remplacé par « sonus discretus ». Alors, voilà, vous avez quelques occurrences comme ça. Voyez, alors, à gauche, c'est ce qui apparaît dans la Somme théologique, et à droite, c'est le même texte, mais à la place de Deus, sonus discretus, Sacra Doctrina Musica, Subratione Dei, Subratione Soni, etc. Et puis là, vous avez le texte complet. Donc vous avez Jérôme à droite et saint Thomas à gauche, et en rouge, voilà les divergences. Je vous lis un petit peu de la traduction. Nous déclarons donc que le sujet de la musique doit être le son discret. En voici la raison. Il y a le même rapport en effet entre le sujet de la science et la science elle-même qu'entre l'objet et une puissance de l'âme ou un habitus. Or, on assigne proprement comme objet à une puissance ou à un habitus ce qui détermine le point de vue sous lequel toute chose se réfère à cette puissance ou à cet habitus. Ainsi, par exemple, l'homme et la pierre se rapportent à la vue dans la mesure où ils sont colorés, et donc la couleur en soi est l'objet propre de la vue. Or, tout ce dont on traite en musique est présenté sous le point de vue du son, que l'objet d'étude soit le son lui-même ou qu'il ait rapport au son comme à son principe ou à sa fin. Voilà, etc. Bon, je vous laisserai savourer ce texte. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il y ait des théologiens qui se penchent sur ces variations. Voilà, donc vous voyez, il ne s'agit pas d'un traité de solfège ordinaire. Vous voyez le ton est donné, on prend la musique très, très, très au sérieux. Ces citations montrent que Jérôme et Thomas étaient très proches. Cependant, alors que Jérôme nomme toujours les auteurs des nombreuses citations qui émaillent son traité, ici il ne mentionne pas le nom de Thomas. Peut-être parce qu'en ces années-là, Thomas n'était pas apprécié par beaucoup de ses contemporains. Et justement, à ce moment, autour de 1264, Thomas compose son office du Corpus Christi. Il n'en fut certainement pas le compositeur pour la musique, mais au regard des différents éléments que nous venons d'évoquer, il semble que Jérôme de Moravie était auprès de Thomas à ce moment-là. Peut-être même est-ce lui qui composa la musique de cet office. Nous ne le saurons jamais, mais ce qui est certain, c'est que les règles de composition et les éléments d'interprétation qui découlent du langage musical à l'œuvre dans cet office du Saint-Sacrement sont clairement décrits dans les chapitres 24 et 25 du traité de Jérôme. Pour comprendre cela, revenons rapidement sur la nature de ce traité. Alors, dès le début, Jérôme exprime clairement la destination de ce qu'il appelle une petite somme, summula. Il le fait pour tous ceux qui aiment l'étude, les studiosi, et particulièrement ses frères de l'ordre des prêcheurs. Alors ici, vous avez
le texte, voilà, c'est le début, vous voyez. Voilà, là aussi, donc, voilà, la Vierge Marie, Saint Dominique, le bienheureux Dominique. Là, le troisième paragraphe. La science musicale n'est donc pas d'un petit mérite, ni d'une mince utilité, ni un travail méprisable. Cette science qui, mis à part les effets dont on va parler, fait de celui qui la connaît le juge de la composition du chant, le correcteur de l'erroné, l'inventeur du neuf. Bon, vous voyez, c'est un dominicain, c'est sûr, la manière de s'exprimer. Voilà, je passe rapidement parce que je voudrais vous chanter des choses à la fin et j'aimerais qu'on ait un petit peu de temps. Bon, il reviendra sur cette destination, donc en fait c'est surtout pour ses frères prêcheurs et à la fin, et même une petite allusion au contexte polémique de l'époque. Alors voilà, vous avez le texte ici, voilà. Que ceci soit connu de tous ceux qui se penchent sur le présent écrit. Tout cela, nous l'avons dit, en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, de la très glorieuse Vierge Marie, sa mère, et du bienheureux Dominique, et aussi pour être utile aux gens d'étude. Non point pour en contredire d'autres, ou pour supplanter leurs écrits ou leurs propos, mais plutôt pour inciter nos aînés, si nous avons moins bien parlé qu'eux, à faire mieux. Et toi qui nous lis, nous t'en prions pour nous, sois bienveillant. Considère notre attention, ne mords pas d'une langue venimeuse. Ce qui est utile, attribue-le à Dieu seul. Si quelque chose te paraît moins utile ou vraiment inutile, dis que ce livre est mensonger ou que tu ne le comprends pas. Ou si tu penses que nous avons introduit des idées mal à propos, corrige-les. Émandez par fraternelle charité. Le livre est fini. Louange et gloire au Christ. Ici finit le traité du frère Jérôme de Moravie de l'ordre des frères prêcheurs. Voilà. Ce traité reflète à merveille le foisonnement intellectuel de ce temps. Remarquons que le chapitre 28, par exemple, est consacré à la polyphonie, avec l'exposition de 4 traités vraiment caractéristiques du monde polyphonique de l'époque. Or, dès 1242, un chapitre général qui se tint à Bologne avait interdit l'usage du discantus chez les prêcheurs. Donc vous voyez, 1242, mais 30 ans après, à mon avis, il y avait encore des dominicains qui faisaient de la polyphonie, surtout à Paris. Vous imaginez la science polyphonique de Paris à cette époque. Ceci montre clairement que l'ordre dominicain, en ce milieu du XIIIe siècle, est en train de se chercher, de se construire, et que des courants très intenses, portés par des personnalités très fortes, étaient à la manœuvre. Alors, maintenant, on va rentrer dans des choses plus... oui, voilà, ça c'est l'introduction du chapitre sur la polyphonie. Voilà. Oui, je voulais faire remarquer que ce qu'il appelle en rouge, les pratiques solennelles, en fait, c'est la polyphonie. Parce qu'on ne chante en polyphonie que les jours de grandes fêtes. On ne chante pas tous les jours. Donc on chante des organums, je ne sais pas, 25 fois par an, quoi. Pour les grandes solennités, c'est le degré le plus élevé de la solennité, la polyphonie. Et vous voyez, dans son milieu, on appelait polyphonie la position solemnis. Alors, le chant dominicain, le chant français, Jérôme de Moravie et la notation carrée. Les franciscains et les dominicains eurent très tôt à affronter un problème. De la normalisation, celui de la normalisation du chant liturgique. Il fallait complètement réorganiser les livres liturgiques, car avec les ordres mendiants, un nouveau type de communauté religieuse apparut. Les frères, pour le besoin de l'étude et de la prédication, devaient souvent voyager. Les communautés se trouvèrent ainsi composées d'éléments hétéroclites, aux origines diverses. Il était donc très difficile de chanter ensemble, car à cette époque, même si tous pratiquaient la liturgie romano-franque, les usages locaux étaient très différents. Chaque cathédrale, chaque ordre ou monastère avait ses coutumes. Les moines faisaient vœu de stabilité, donc ils avaient toute leur vie pour apprendre les traditions de leur ordre. Quant aux chanoines attachés à une cathédrale, ils étaient généralement natifs du lieu, et même si leurs origines étaient différentes, leur charge consistait à réitérer les traditions locales. Les ordres mendiants, franciscains et dominicains, par leur mode de fonctionnement et leur nouvelle mission ecclésiastique qu'ils se proposaient d'assurer, durent assumer une autre situation. C'est pourquoi, dans les années 1230, les dominicains décidèrent de se doter d'un antiphonaire
sous le magistère de Jourdain de Saxe, successeur immédiat de Saint-Dominique, et maître général de 1222 à 1237. Les dominicains tentèrent, un siècle après les cisterciens, d'élaborer une réforme des chants liturgiques, non pas comme l'avait affiché l'ordre de Cîteaux pour retrouver la tradition authentique, mais pour créer une norme. Les différentes réformes mises en place eurent beaucoup de mal à concilier les avis de chacun. En 1245, au chapitre de Cologne, sous l'autorité du 4e maître général, on décida de nommer une commission restreinte de 4 frères, pris dans les provinces les plus représentatives, France, Angleterre, Lombardie, Teutonie. Malgré cela, au chapitre de Londres, en 1250, les réclamations affluèrent. Vous voyez, se mettre d'accord sur le chant liturgique, c'est pas nouveau. Hein. Et alors, je passe rapidement sur toutes ces choses-là, là, vous les trouverez dans la publication. Et puis, voilà. Et ensuite, en 1255, 1256, voilà, on adopte un antiphonaire qui fait peut-être pas l'unanimité, mais d'autorité, Albert de Roman dit que maintenant, on a assez attendu, on y va. Et on adopte un système de notation carrée structuré par des barres qui indiquent la place et la durée des silences appelés pauses. Une barre, c'est un silence à l'époque. Celles-ci, ces barres, représentaient aux yeux des réformateurs dominicains une importance essentielle, car il est bien précisé dans le prologue de l'antiphonaire que ces barres ne doivent en aucun cas être modifiées, tout comme les notes. Vous voyez, on accorde autant d'importance aux barres qu'aux notes. Une quinzaine d'années plus tard, Jérôme de Moravie décrivit minutieusement les clés d'interprétation de cette notation. Heureusement, car les premiers manuscrits de l'ordre sont incompréhensibles si l'on n'y applique pas les grilles de lecture qu'il définit. Pour la première fois dans l'histoire de la musique, nous avons des manuscrits avec une notation spécifique, la notation carrée, et l'explication précise d'un contemporain sur son interprétation. Jérôme ne se contente pas de compiler des extraits d'auteurs qui faisaient autorité. La construction de son traité montre son intention de faire parcourir à l'étudiant qui y porterait attention toutes les connaissances nécessaires pour accéder en pleine conscience à la pratique de l'art musical. Alors, je passe encore sur quelques pages. Voilà, ça, on l'a vu. Alors, un petit excursus sur la notation carrée. Depuis la fin du XIXe siècle, la notation carrée est très mal perçue par les musicologues qu'il est convenu d'appeler les grégorianistes. L'essentiel de leurs efforts se porte sur les manuscrits antérieurs au XIIe siècle, dont les notations dites pneumatiques présentent toutes sortes de subtilités qui semblent faire défaut aux notations postérieures, dites notation carrée. Il est convenu d'écrire dans les histoires du chant grégorien que la notation carrée est le signe d'un alourdissement du chant, d'une perte de toutes ces subtilités vocales que les notations antérieures suggèrent. Ce jugement est erroné, et le traité de Jérôme de Moravie nous le montre bien. La notation carrée est de nos jours mal connue pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les moines de Solesmes, pour réaliser l'édition officielle des mélodies grégoriennes, dite édition vaticane, ont mis au point, à la fin du XIXe siècle, une notation carrée qui superficiellement ressemble aux notations carrées médiévales. Mais elles sont en réalité très différentes. Comme tous les grégorianistes ont appris le chant grégorien à partir de cette notation, ils pensent que la connaissance de la notation carrée est chose acquise. De fait, il n'existe pas une seule notation carrée, mais un grand nombre. Pratiquement chaque siècle et chaque région, ou même chaque ordre religieux a eu son système de notation carrée. Le champ d'investigation est immense et nous souhaitons que des recherches dans ce domaine se développent afin de dissiper les malentendus qui dévalorisent les notations carrées qui, rappelons-le, représentent 9 siècles de l'histoire de la notation musicale. Les derniers chapitres du traité de Jérôme sont indispensables pour comprendre la véritable nature de cette notation. Cette notation, qui a commencé à prendre forme au cours du XIIe siècle, dans certains milieux français et même parisiens, va au cours du XIIIe siècle s'imposer presque partout en Europe. Les ordres mendiants ont probablement joué un rôle important dans sa diffusion. Très rapidement centralisés, ils adoptèrent après mûre réflexion cette notation et la diffusèrent dans tous les lieux où ils étendirent leur influence. Dans le traité de Jérôme, la forme des notes est désignée en fonction d'une durée. Il y a la longue, la brève et la semi-brève. Vous voyez, donc, ce que vous voyez en haut. En fait, tout part du mot latin. Vous voyez. Dans le latin, vous avez des longues et des brèves. Et
Et donc vous avez la note carrée, voilà, c'est une brève, vous ajoutez une barre, ça devient une longue, et vous la mettez sur l'angle, ça devient une semi-brève. La semi-brève n'est pas une demi-brève. Semi-brève, Jérôme l'explique clairement, c'est une brève imparfaite. Et lorsqu'on a imparfait dans ces contextes-là, c'est toujours ce qui n'est pas divisé en 3, mais en 2. Donc c'est lorsqu'une brève est divisée en 2, ben, elle devient une semi-brève. Et donc, alors, je vais directement, je vais directement vous commenter ce tableau. Donc, il commence par expliquer une première manière de lire qui est toute simple et que personne pratique. Parce qu'en fait, vous avez des longues, des brèves et des semi-brèves. Même dans les éditions de Solesmes, vous avez des longues, des brèves et des semi-brèves. Sauf qu'on vous dit, oui, mais toutes les notes sont égales. Enfin, plus ou moins, qui peuvent être un peu plus longues. Mais... Donc, il y a cette relation schizophrénique à la notation, on va le trouver tout au cours des siècles. Et aujourd'hui encore, parce qu'il y a des longues qui sont notées. Hein, et en ligature, quand vous avez, par exemple, ce qu'on appelle un PES, un œuvre de 2 notes ascendantes, eh bien, vous avez brève, longue. Que la note qui est en haut, elle a une barre à droite. Mais bon, voilà, on projette notre grille de lecture. Donc ça, c'est la première manière, vous chantez ce qu'il y a écrit, et je vous assure que ça marche. Après, il y a une deuxième manière, qu'il appelle la position commune. Et là, c'est là où on va commencer à ce système qui consiste à projeter des grilles de lecture sur la rotation carrée. En fait, c'est ce qu'ont eu du mal à comprendre les commentateurs du XIXe siècle, parce que vous avez leur connaissance musicale passionnée par le solfège moderne, donc voilà, une croche, c'est une croche, quoi. On va dire qu'une croche vaut une noire. Bon. Mais dans leur système, eh bien, si on projette par exemple la deuxième grille de lecture, de la manière commune, eh bien là, on va considérer que toutes les notes sont brèves, sauf 5 exceptions. On va avoir des notes longues. Alors, la première, note du chant, par exemple, voilà, on est en mode de Ré, la pièce est en mode de Ré, la pièce commence par un Ré. Donc la première va être une longue de 3 temps. Si ça commence par un Do alors qu'on est en mode de Ré, la première note sera brève. Voilà. Ensuite, deuxième exception, la deuxième note de la syllabe. Donc vous avez une syllabe avec 2 notes, ou 3 notes, ou 4 notes. Eh bien, la première est brève et la deuxième est longue. Sauf si cette deuxième exception se trouve à côté d'une autre exception. Par exemple, si elle se trouve à côté d'une première note du chant qui est en Ré dans le mode de Ré, donc cette règle de la deuxième de la syllabe qui est longue ne s'appliquera pas. Mais je vais vous montrer des exemples après, vous allez comprendre. Ensuite, il y a les pliques. Alors, les pliques, c'est très important. Plicare, hein, c'est plier en latin. Et en fait, c'est une manière de plier le son. Vous avez un son et puis vous allez le faire onduler pour vraiment faire ce mouvement. Vous voyez, et donc, un peu plus loin dans le traité, Jérôme explique comment faire les pliques. Donc, c'est une vibration. C'est une vibration qui commence lentement et qui s'accélère sur une note. Et pour aller à la note suivante, on rajoute 1, 2, 3, 4, 5 notes. Ça peut être un groupe de notes. Enfin, voilà. C'est une manière de déstabiliser un son pour aller vers quelque chose d'autre qui, lui, va être stable. Donc voilà, c'est toujours le même principe. On déstabilise pour stabiliser, c'est le principe de la marche. Alors, chose vraiment importante, alors, oui, bon, vous voyez, les pliques longs, vous voyez, en position descendante, à gauche, à l'avant, derrière ligne. C'est important, et voilà, ça c'est une figure de note qu'on appelle une clivise dans la musicologie moderne. Donc c'est un couple de 2 notes qui descendent. Et en fait, Jérôme nous explique que c'est une plique à laquelle on a ajouté une note carrée. Oui. Donc en fait, la première note, là, elle est tremblée. Donc vous avez fa, ré, vous n'avez pas chanté fa, ré, vous allez faire parce que vous ajoutez, lorsque la plique est distante d'une tierce, vous ajoutez une note intermédiaire, ce qu'il appelle une médiante. Vous avez l'inverse en position ascendante. Et puis ensuite, les 2 autres exceptions, c'est l'avant-dernière avant la pause et la dernière avant la pause. Donc l'avant-dernière note. Donc elles sont longues.
Alors après, il faut savoir les agencer, parce qu'on est dans le ternaire, donc dans le ternaire, voilà, si vous avez 3 notes en ternaire, bon, si vous avez la première qui est longue, les 2 autres seront brèves. Mais ces 2 brèves vont faire une ternarité. Donc on va avoir la première note brève qui va être un peu plus longue que la deuxième. Au lieu d'avoir, on va avoir pa la la, et ça c'est brève, long, brève, brève, long, da, da. Ça c'est le dactyle. Et s'ils ont été en binaire, on aurait pa la li la la. Voilà. Alors, on va tout de suite aller à un premier exemple. Voilà, ce matin, on parlait de Saint-Dominique. Voilà le début de l'antienne des premières vêpres. Et j'aime bien cet exemple parce que dans le premier mot, Gaudé, vous avez les 5 exceptions. C'est extrêmement pédagogique. Donc la première note, c'est un ré. On est en mode de ré. Donc, elle sera une longue. Bon. Deuxième note. Alors, deuxième de la syllabe, c'est une exception. Elle devrait être longue. Mais vous voyez qu'elle est à côté d'une exception. Bon, c'est la première note. Et la troisième note, c'est une plique longue. Donc cette deuxième note de la syllabe, voilà, elle est entre les 2 exceptions, donc ça sera une brève. Après, vous avez la plique longue. Et après, la pénultima, le ré sur le dé, quand on redescend, eh bien c'est une brève, parce que toutes les notes sont brèves, sauf les exceptions. Et l'avant-dernière et la dernière seront longues. Donc alors sur la première note, parce qu'il nous décrit aussi un système où, à chaque fois qu'on a une note longue, on fait un ornement, ce qu'il appelle des fleurs, florizare. Donc, alors, il décrit différents types de fleurs. Alors, dans cette position, c'est ce qu'on appelle le flos apertus, la fleur ouverte. Et donc, c'est une vibration lente, au ton, vous voyez, mais c'est dans la limite du ton. On ne monte pas au ton, on ne fait pas la, on fait ya, on fait gaude. Et pour aller à la dernière note aussi, on rajoute des fleurs rapides. Ça nous fait gaude. Voilà, alors si on a, je vais vous faire le début. Attendez, il est quelle heure? Il faut que je... si on commence à chanter. Bon, c'est jusqu'à 40, hein. On a 10 minutes. Okay. Gaude, Felix, parens, Hispania, novet prolis dans mundo gaudia setu magis plade bononia tanti patis, etc. Alors, ensuite, on a la troisième manière, voilà, celle que pratiquent les Français. Et il décrit 3
manière que les Français. Et d'ailleurs, il nous dit, voilà, c'est la manière française, mais beaucoup de nations trouvent du plaisir dans cette manière. Et en fait, on s'aperçoit, la première pratique, c'est la première description en fait, de ce qu'on appellera un peu plus tard le cantus fractus. C'est une manière de chanter le plein chant en faisant de chaque note une longue et en remplissant. En remplissant les intervalles. Donc c'est ce qu'il nous décrit. Donc il est très systématique. Voyez, vous avez un unisson, vous avez écrit ré, ré. Donc vous tremblez la première note et vous ajoutez une petite note comme une appoggiature. Il appelle ça une réverbération. Verberare, c'est frapper. En fait, c'est attaquer deux fois. Réverbérare. Et pour aller ensuite, ça fait, vous avez écrit ré, ré, vous avez chanté. Après, vous montez d'un ton, vous tremblez la première note et vous rajoutez une réverbération à l'unisson de la deuxième note. Vous avez un intervalle de tierces, ben vous remplissez. Vous avez, donc, il y a écrit Ré, Fa, et vous chantez Donc ça, c'est vraiment la forme de chant qui va se développer quand vont arriver les grands livres de Lutrin. Imaginez ces grands livres, parfois ils sont ouverts, ils font plus de 2 mètres. Il y a 40-50 ans, j'ai eu la chance de chanter à Bologne, au couvent San Domenico, et de chanter sur des manuscrits. Et le lutrin est tellement grand, la hauteur, elle est à peu près, la base des livres, elle est à 2 mètres. On peut se mettre une cinquantaine autour, pas de problème. Et là, on chante, il y a pas de, chaque note a un temps et on remplit les intervalles. Alors, je vais vous donner un petit exemple de ça, par exemple. Ben voilà, ben là j'ai trouvé ça c'est pour Thomas, les premières vêpres aussi. En fait, c'est la même mélodie que pour Saint-Dominique. Alors ça va faire Félix, Alors ça, c'est pour les choses très, très solennelles. Hein. Et, parce qu'il y a aussi des degrés de solennité. Hein. Les jours ordinaires, on chante de manière lente. Les dimanches, on chante lentement. Et quand c'est les grandes fêtes, on chante très lentement. Et plus c'est lent, plus il y a de l'ornement. Et si on veut rajouter en solennité, là, on chante très lentement et on improvise un discantus ou même un organum. Et là, vous avez voilà, l'étirement maximum de la mélodie. Alors après, je regarde le temps encore. Bon, 5 minutes. Voilà. Après, il y a la deuxième manière des Français. Voilà, donc ça c'est le Corpus Christi, c'est le premier répond. Donc là, c'est assez simple comme règle. Alors, toutes les notes sont longues, sauf lorsque vous avez des notes répétées. Toutes les notes avant la dernière note sont des semi-brèves. Donc si vous avez 2 notes répétées, vous faites la. Si vous en avez 2, vous faites ya, comme ici. Immolabitadum. Et alors ça c'est la première règle, note répétée, semi-brève. Après quand vous avez un mouvement ascendant de 3 notes ou un mouvement circonflexe comme mi fa mi ou ré mi fa, la première est semi-brève. Et ce mouvement circonflexe, il peut être entre 2 nœuds. Vous voyez par exemple, vous avez immolabit edum. Sur le et de edum, vous avez ré mi fa ré. Mais on va considérer que le mouvement circonflexe, il est entre mi, fa et ré. Comme ça, on va bien poser le ré, parce que là, c'est l'intonation en plus, donc la fréquence du ré, il faut qu'on l'impose. Immolabitadum.
Et remarquez aussi la conjonction entre le rythme du mot immolabit, hein, et la manière dont ça se présente ici. Après, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Quand vous avez des plis comme multitudo, sur le tout, vous avez une plique, bon, faut remplir. Bon, je vous le fais une fois. Immolabitadum multitudo filiorum Israel Carnes hat azimos pahanes. Voilà. Et puis, troisième manière, c'est on applique alors le mode de l'organum, modus organicum. Ça veut dire que, enfin, à cette époque-là, comme vous le savez, à Paris, on a développé un art de la scansion phénoménal, extrêmement subtil, sous l'influence d'ailleurs de Saint-Victor, parce que la plupart des chanoines de Notre-Dame étaient aussi à Saint-Victor et à Saint-Victor, oui. Et donc, là, on a non seulement une école de pensée, mais aussi on redécouvre le traité Saint-Augustin sur la musique, qui est un traité de scansion, en fait. Hein, et il va y avoir toute une production de séquences, de poésie rythmée à Saint-Victor. Et à la même époque se développe ce art de l'organum, qui est aussi un art de la rythmique, et qui utilise les mêmes règles rythmiques que la prosodie latine, vous voyez. Et donc, parfois, ils chantaient le plein chant selon cette manière aussi. Voilà un bon exemple. Ça, c'est toujours l'office du Saint-Sacrement. Alors, donc, voilà, on prend une figure rythmique et on la développe, voyez, comme dans l'organum. Comme datis carnes hat bimini panibus istes panis quem dedit nobis Domini
Et pour terminer, l'hymne à saint Thomas. Donc, pour quelqu'un qui est dans cette culture de l'école Notre-Dame, quand il lit un truc comme ça, il va comprendre très rapidement comment marchent les rythmes. Thomas insignis genere claram ducem originem subite tatis tenere predicatorum ordinis typum gersit Luciferi spledens in cielo nubium plus quam doctores celeri purgans dogma gentilium. Voilà. Plutôt que de questions, y en a-t-il qui veulent venir se mettre pour soutenir Marcel? Quelques petites questions éventuellement. Frère Cyril, tu peux venir prendre le micro, s'il te plaît? Alors moi j'en ai 3. Vous avez dit qu'on peut se mettre à 50 devant les grands manuscrits et chanter en remplissant les intervalles. Ouais. Est-ce qu'on est sûr qu'ils sont tous capables à 50 par exemple de faire le même truc? Mais il n'y a aucune raison de faire la même chose. Il n'y a aucune raison. Justement, ce qui compte, c'est l'énergie qu'on va créer. Voyez. C'est l'énergie qu'on va créer. C'est pas d'être en centre, en avance, en retard. On est là, on est rassemblés, on est en chœur. N'oubliez pas que choros, ça vient de choré, ou c'est la chorégraphie aussi. Voyez. C'est une manière d'être ensemble. Et on est autour et on y va. Et alors, ce qui compte. Et ce qui fait vraiment la différence dans la liturgie entre ce qui se passe jusqu'au début du XVIe siècle, après le Concile de Trente, et ce qu'il y a avant, c'est que là, on est encore dans une liturgie où on recherche le jaillissement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise. C'est pour ça que ces notations, pourquoi on a tant de mal avec ces notations? Parce qu'on est habitué à des solfèges, on nous dit tout ce qu'il faut faire. Il faut faire plus vite, moins vite, c'est fort, c'est pas fort. Là, tout d'un coup, on a une espèce de liberté. Et pourquoi? Parce qu'on attend qu'il y ait quelque chose qui surgisse. Et donc, on est rassemblés, on est 40, on est 50, on est là, c'est pas pour rien, on est concentré sur un livre, et on y va. Et il va sortir un truc. Et si on n'est pas tous ensemble, on s'en fout. Ouais. Mais de toute façon, maintenant, bon, ça fait 35 ans que je pratique ça, hein, et vraiment, au bout de 2 jours de travail, des gens qui n'ont jamais fait ça, parce qu'il y a quelque chose qui se développe, il y a un instinct, il y a des formules aussi, il y a des choses. Et puis, s'il y en a un qui tout d'un coup, voilà, il se met à lâcher un discantus, mais tant mieux, vous voyez. La deuxième question, pardon, je vais un peu monopoliser les questions du coup. Hein. S'agissant d'un auteur dominicain
et vous avez interprété en l'utilisant des pièces dominicaines avec l'extension, tous les ornements, etc. Ouais. Quel lien y a-t-il avec le système de la règle qui est il faut avoir un office qui est brévitaire et simplicitaire? Alors brévitaire au XIIIe siècle, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Tient ensemble. Ouais, parce que, vous voyez, par exemple, si vous allez à Notre-Dame un jour de fête, entre l'épître et l'évangile, il y a une demi-heure de musique. Donc, si vous faites 10 minutes, aujourd'hui, 10 minutes, ça fait long. 10 minutes entre l'épître et l'évangile, ça va pas. Mais pour quelqu'un à l'époque, 10 minutes, c'est pas trop long. Hein, c'est pas... Mais, vraiment, la notion de durée, elle est vraiment très différente qu'aujourd'hui. Donc là aussi, brévitaire à l'époque... Ils faisaient du brévitaire, mais leur brévitaire d'époque, maintenant, vous aurez du mal à dire le bréviaire qu'ils disaient il y a 8 siècles. Vous trouverez que c'est trop long. Pourtant, pour eux, c'était bref. Non, c'est sûr que Mary Curtis a dit que le brévitaire, c'est pas forcément quelque chose qui est court. C'est quelque chose qui, effectivement, tient bien ensemble. Mais il y a déjà, vous voyez, par exemple, pour les vêpres, on met une antienne au lieu d'en mettre 5. On gagne du temps. C'est ma troisième et dernière question. Est-ce qu'il existe, parce que j'imagine un couvent dominicain contemporain qui essaye de chanter comme ça, indépendamment des questions on nous explique tout ce qu'il faut faire, etc. Admettons un peu un côté béatitude, on chante et puis on peut faire un peu comme on veut, ok. Est-ce qu'il y a une différence entre une sorte de musique savante et une musique de fond de couvent, on dirait? Non, je sais pas. Tu vois, toute musique est savante en fait, parce que même pour faire de la musique populaire, vous avez énormément de choses à connaître, quoi. Sauf que vous les appreniez pas dans les mêmes instituts que pour faire du Brahms. Et là, c'est la musique liturgique. Alors, encore une fois, la liturgie, ça s'apprend en chantant dans la liturgie, quoi. Donc, si vous rentrez, bon, maintenant c'est un peu différent, mais si vous rentrez dans une communauté où il y a déjà des gens qui chantent ça depuis 20 ou 30 ans, vous êtes pris dans le truc, et en quelques semaines même, vous prenez le... Donc, l'expression que je fais, parce que souvent dans mes stages, j'ai des gens qui connaissent rien à la liturgie, même au latin, et bien, ils s'y sont pris, quoi, ils embarquent, même quand on travaille la psalmodie, vous voyez. Souvent, je fais des stages de psalmodie, mais avec des gens qui n'ont vraiment jamais fait de psalmodie. Mais c'est la magie du mot latin. Mais encore, il faut bien faire la psalmodie, parce que depuis les réformes de Pie X, on a pris l'habitude de faire quasiment toutes les syllabes aussi longues, égales, vous voyez. Alors que la magie du mot latin, c'est parce que c'est une langue qui rebondit, quoi. Il y a des longues, des brèves, il y a un rythme incroyable. Et si vous cassez le rythme d'une langue, vous la tuez. C'est une des raisons parmi d'autres pourquoi le latin a disparu, parce qu'il était devenu tellement ennuyeux au cours du XXe siècle.